La gardeuse d'oie à la fontaine. Il était une fois une vieille petite bonne femme, vieille comme les pierres, qui vivait avec son troupeau d'oies dans une retraite solitaire entre les montagnes, où elle avait une maisonnette. Ce lieu était environné d'une grande forêt, et tous les matins, la vieille prenait sa béquille et se rendait au bois d'un pas chancelant. Une fois là, pourtant, la petite vieille était très affairée, bien plus qu'on ne l'en eût cru capable vu son âge avancé. Elle ramassait de l'herbe pour ses oies, cueillait des fruits sauvages autant qu'elle pouvait les atteindre avec ses mains, et remportait le tout sur son dos. On aurait pu croire qu'elle allait succomber sous sa lourde charge, mais elle la ramenait toujours à bon port. Quand elle rencontrait quelqu'un, elle le saluait d'un air très affable. « Bonjour, pays! Il fait beau aujourd'hui. »« Oui, da! Ça vous étonne de me voir traîner mon herbe, mais il faut bien que chacun se charge de son fardeau. » Pourtant, les gens n'aimaient pas la rencontrer. Ils préféraient faire un détour, et quand un père la croisait avec son petit garçon, il lui disait tout bas « Prends garde à cette vieille, elle cache son jeu, c'est une sorcière. » Un matin, un beau jeune homme traversa la forêt. Le soleil brillait clair, les oiseaux chantaient, une brise fraîche agitait le feuillage, et il était plein de joie et de plaisir. Il n'avait pas encore rencontré d'âme qui vive, quand il aperçut soudain la vieille sorcière, qui, agenouillée par terre, coupait de l'herbe avec une faucille. Elle en avait déjà mis tout un tas dans sa toilette, et à côté, il y avait 2 paniers remplis de poires et de pommes. « Mais, petite mère, dit-il, comment pourras-tu emporter tout cela ?»« Je serais bien obligé, mon bon monsieur, répondit-elle. Les enfants de riches n'en ont pas besoin. Mais chez le paysan, on dit « Ne te retourne pas, tu courbes l'échine. » « Voulez-vous m'aider ?» lui dit-elle, comme il restait planté là. « Vous avez encore le dos droit et vos jambes sont jeunes. Ce sera une bagatelle pour vous. D'ailleurs, ma maison n'est pas loin d'ici. Elle est sur une lande là-bas, derrière cette montagne. Vous n'aurez qu'un saut à faire. » Le jeune homme eut pitié de la vieille. « À vrai dire, mon père n'est pas un paysan, mais un riche comte, » répondit-il. « Pourtant, afin que vous voyiez que les paysans ne sont pas seuls à pouvoir porter un fardeau, je vais me charger de votre baluchon. »« Si vous voulez essayer, dit-elle, j'en serai fort aise. Sans doute vous aurez une lieue à faire, mais qu'est-ce que c'est pour vous? Il faut porter aussi ces pommes et ces poires-là. » Le jeune comte trouva toutefois un peu bizarre qu'elle parlât d'une lieue, mais la vieille ne le lâcha plus. Elle lui mit le ballot sur le dos et lui pendit les 2 paniers au bras. « Vous voyez, cela va tout seul, dit-elle. »« Non, répondit le comte en faisant une grimace de douleur. Cela ne va pas tout seul. Le ballot me blesse autant que s'il contenait un tas de moellons, et les poires et les pommes sont lourdes comme du plomb. C'est tout juste si je peux respirer. » Il avait envie de tout planter là, mais la vieille ne le laissa pas faire. « Voyez un peu, dit-elle moqueuse. Ce jeune homme ne peut pas porter ce que moi, pauvre vieille, j'ai traîné si souvent. Pour les belles paroles, ils sont prêts, mais quand ça devient sérieux, ils veulent prendre la poudre d'escampette. Qu'avez-vous à rester là comme un piquet et à hésiter? Allons, levez les jambes, personne ne vous reprendra le paquet. » Tant que le terrain resta plat, ce fut encore tolérable. Mais quand ils arrivèrent à la côte et qu'il leur fallut monter, tandis que les pierres roulaient sous ses talons comme des choses vivantes, ce fut au-dessus de ses forces. Les gouttes de sueur lui perlaient sur le front et lui coulaient le long de l'échine, tantôt brûlantes, tantôt glacées. « Petite mère, dit-il, je n'en peux plus, je vais me reposer un peu. »« Que non !» répondit la vieille. « Quand nous serons arrivés, vous pourrez prendre du repos, mais maintenant il faut avancer. Qui sait, cela vous sera peut-être bon à quelque chose. »« Vieille, tu deviens insolente, » dit le comte, et il voulut se défaire du paquet, mais il s'y efforça vainement. Il tenait à son dos aussi solidement que s'il y avait été soudé. Il se tourna et se retourna, mais ne put s'en débarrasser. La vieille riait de le voir et sautillait joyeusement sur sa béquille.
« Ne vous fâchez pas, mon bon monsieur, dit-elle. Vous en devenez rouge comme un coq. Portez votre baluchon avec patience, et quand nous serons arrivés chez moi, je vous donnerai un bon pourboire. » Que faire? Il lui fallut se résigner à son sort et avancer patiemment derrière la vieille. Elle semblait devenir de plus en plus agile, et lui, son fardeau lui pesait de plus en plus. Tout à coup, elle fit un bond, sauta sur le haut du ballot et s'y assit, et bien qu'elle fût sèche comme du bois, cela ne l'empêchait pas d'être plus lourde que la plus grosse des campagnardes. Les genoux du garçon en tremblaient, mais quand il n'avançait pas, la vieille lui tapait sur les mollets avec une baguette et des orties. Il grimpa la côte en geignant sans arrêt, et lorsqu'il atteignit enfin la maison de la vieille, il était sur le point de s'écrouler. Quand les oies aperçurent leur maîtresse, elles coururent à sa rencontre, les ailes levées, le cou tendu, en criant « Ouloulou, ouloulou !» Derrière le troupeau s'en venait, sa badine à la main, une maritorne d'un certain âge, grande et grosse, mais laide à faire peur. « Mère, dit-elle à la vieille, vous est-il arrivé quelque chose? Vous vous êtes attardée bien longtemps. »« Du tout, fillette, répondit-elle. Il ne m'est rien arrivé de fâcheux, au contraire. Le bon monsieur que voilà m'a porté mon ballot. Et figure-toi, comme j'étais fatiguée, il m'a prise moi-même sur son dos. D'ailleurs, le chemin ne nous a pas paru long. Nous nous sommes amusés, nous n'avons pas cessé de plaisanter ensemble. » Enfin, la vieille se laissa glisser par terre, ôta le paquet du dos du jeune homme et les paniers de son bras, le regarda d'un air très aimable et dit « À présent, asseyez-vous sur le banc devant la porte. Vous avez honnêtement gagné votre salaire. Il ne vous fera pas défaut. » Puis elle dit à la gardeuse d'oies « Entre dans la maison, fillette. Il n'est pas séant de rester seul avec un jeune homme. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, il pourrait s'amouracher de toi. » Le comte ne savait pas s'il devait pleurer ou rire. Il se dit « Quand même, elle aurait 30 ans de moins. Une petite amie comme ça aurait de la peine à toucher mon cœur. » Cependant, la vieille caressait et flattait ses oies comme des enfants. Puis elle entra dans la maison avec sa fille. Le jeune homme s'étendit sur le banc, à l'ombre d'un pommier sauvage. L'air était tiède et doux. Tout autour de lui s'étendait une vaste prairie parsemée de primes verts, de serpolets et de 1000 autres fleurs. Au beau milieu passait en murmurant un clair ruisseau que le soleil faisait scintiller, et les oies blanches se promenaient de ci, de là, ou barbotaient dans l'eau. « C'est bien agréable ici, » se dit-il, « mais je suis si fatigué que je n'ai pas envie de garder les yeux ouverts. Je vais dormir un peu. Pourvu qu'un coup de vent ne vienne pas m'arracher les jambes, elles sont molles comme de l'amadou. » Quand il eut un peu dormi, la vieille vint le secouer pour le réveiller. « Debout, dit-elle, tu ne peux pas rester ici. Il est vrai que je ne t'ai pas ménagé, mais cela ne t'a pas coûté la vie. Maintenant, je vais te donner ton salaire. Tu n'as besoin ni d'argent ni de biens. Voilà quelque chose d'autre. » Ce que disant, elle lui mit dans la main une petite boîte taillée dans une unique émeraude. « Garde-la bien, ajouta-t-elle. Elle te portera bonheur. » Le comte sauta de son banc, et voilà qu'il se sentit tout dispos, ses forces étant revenues. Il remercia donc la vieille de son cadeau et se mit en route sans se retourner une seule fois vers la jolie fillette. Il avait déjà fait un bout de chemin qu'il entendait encore dans le lointain le cri joyeux des oies. Le comte dut errer 3 jours dans la contrée sauvage avant de pouvoir en trouver l'issue. Puis il arriva dans une grande ville, et comme personne ne le connaissait, on le conduisit au château où le roi et la reine étaient assis sur leur trône. Le comte mit un genou en terre, prit la boîte d'émeraude dans sa poche et la déposa aux pieds de la reine. Mais à peine l'eut-elle ouverte et y eut-elle jeté les yeux qu'elle s'écroula, comme morte. Le comte fut saisi par les laquais du roi, et il allait être emmené en prison quand la reine ouvrit les yeux, cria de le laisser en liberté et ordonna à tout le monde de sortir, car elle voulait lui parler en secret. Quand la reine fut seule, elle se mit à pleurer amèrement et dit « À quoi bon le faste et les honneurs qui m'entourent? Tous les matins je m'éveille dans les soucis et le chagrin. J'avais 3 filles,
dont la cadette était si jolie que le monde entier la tenait pour une merveille. Elle était blanche comme la neige, rose comme une fleur de pommier, et ses cheveux étaient aussi brillants que les rayons du soleil. Lorsqu'elle pleurait, ce n'étaient pas des larmes qui lui coulaient des yeux, mais rien que des perles et des pierres précieuses. Quand elle eut 15 ans, le roi fit venir les 3 sœurs devant le trône. Vous auriez dû voir alors quels yeux faisaient les assistants quand la plus jeune entra. On eût dit que le soleil se levait. Le roi déclara « Mes filles, je ne sais pas quand mon dernier jour viendra, mais je veux fixer aujourd'hui ce que chacune d'entre vous recevra après ma mort. Vous me chérissez toutes, mais celle de vous qui m'aime le mieux aura la meilleure part. » Chacune déclara que c'était elle qui l'aimait le plus. « Ne pouvez-vous exprimer la manière dont vous m'aimez ?» répondit le roi. « Ainsi je verrai ce que vous entendez par là. » L'aînée déclara « J'aime mon père comme le sucre le plus doux. » La deuxième « J'aime mon père comme la plus belle de mes robes. » Mais la plus jeune se taisait. Alors le roi lui demanda « Et toi, mon enfant chéri, comment m'aimes-tu » ? « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Je ne puis comparer mon amour à rien. » Mais le père, insistant pour qu'elle nommât quelque chose, elle dit enfin « Le meilleur des mets, je ne le trouve pas bon sans sel. C'est pourquoi j'aime mon père autant que le sel. » En entendant ces mots, le roi se mit en colère et dit « Puisque tu m'aimes autant que le sel, je te paierai donc ton amour avec du sel. » Alors il partagea son royaume entre ses 2 aînés. Quant à la cadette, il lui fit attacher un sac de sel au dos, et 2 valets durent la conduire dans la forêt sauvage. Nous l'avons tous implorée et suppliée pour elle, mais rien ne put fléchir le roi. Comme elle pleurait quand il lui a fallu nous quitter. Tout le chemin était parsemé des perles qui lui tombaient des yeux. Le roi n'a pas tardé à regretter sa grande dureté. Il a fait chercher la pauvre enfant dans toute la forêt, mais personne n'a pu la retrouver. Quand je pense que les bêtes sauvages l'ont dévorée, je ne me sens pas de tristesse. Parfois, je me berce de l'espoir qu'elle est encore en vie et qu'elle s'est cachée dans une caverne, ou bien qu'elle a trouvé protection chez des personnes compatissantes. Mais imaginez-vous qu'en ouvrant votre petite boîte d'émeraude, j'y ai vu une perle semblable à celle qui coulait des yeux de ma fille, et vous pouvez vous représenter combien cette vue a ému mon cœur. Dites-moi comment la perle est tombée entre vos mains. » Le comte raconta qu'il la tenait de la vieille de la forêt, laquelle ne lui avait pas paru bien rassurante et devait être sorcière, mais qu'il n'avait rien appris ni rien vu au sujet de la princesse. Le roi et la reine prirent la décision d'aller trouver la vieille. Ils pensaient que là où était la perle, ils auraient nécessairement des nouvelles de leur enfant. La vieille était dans sa retraite et filait, assise à son rouet. Il faisait déjà sombre, et une torche qui brûlait près de l'âtre répandait une maigre lueur. Tout à coup, il y eut du bruit dehors. Les oies s'en revenaient du pré et faisaient entendre leurs cris rauques. Peu après, la fille entra à son tour. Elle s'assit à son rouet et tordit le fil aussi prestement qu'une jeunesse. Elles restèrent ainsi 2 heures et n'échangèrent pas un mot. Enfin, quelque chose frôla la fenêtre, et 2 yeux de feu tout ronds regardèrent à l'intérieur. C'était une vieille chouette qui par 3 fois cria « Ouh, ouh !» La vieille se contenta de lever un peu les yeux, puis elle dit « Voilà le moment de sortir, ma petite fille. Fais ta besogne. » Elle se leva et sortit. Où s'en est-elle donc allée? Par-delà les prés et toujours plus loin, jusque dans la vallée. Enfin, elle arriva à une fontaine près de laquelle se dressaient 3 vieux chênes. Pendant ce temps, la lune s'était levée, ronde et pleine, au-dessus de la montagne, et il faisait si clair qu'on aurait pu retrouver une épingle. Elle ôta une peau qui recouvrait sa figure, puis se pencha sur la fontaine et se mit à se laver. Quand elle eut fini, elle trempa aussi la peau dans l'eau, puis l'étendit sur le pré, afin qu'elle blanchît et séchât au clair de lune. Mais comme la jeune fille était métamorphosée, vous n'avez jamais rien vu de pareil. Quand sa tresse grise tomba,
Ses cheveux d'or jaillirent tels des rayons de soleil et la couvrirent tout entière comme un manteau. Seuls ses yeux brillaient au travers, aussi étincelants que les étoiles du ciel, et ses joues se coloraient d'un rose aussi doux que la fleur du pommier. Mais la belle jeune fille était triste. Elle s'assit et versa des larmes amères. Les larmes lui coulaient des yeux l'une après l'autre et roulaient jusqu'à terre entre ses longs cheveux. Elle restait là, dans cette posture, et y serait demeurée longtemps si elle n'avait entendu quelque chose craquer et bruire dans les branches d'un arbre proche. Elle se leva d'un bond, comme un chevreuil qui perçoit le coup du chasseur. La lune était justement cachée par un nuage noir. En un clin d'œil, la jeune fille rentra dans sa vieille peau et disparut, telle une lumière éteinte par le vent. Elle rentra en courant, tremblante comme la feuille. La vieille était devant la porte, et la jeune fille voulut lui raconter ce qui lui était arrivé, mais la vieille se mit à rire affectueusement et lui dit « Je sais déjà tout ». Elle la fit entrer dans la salle et alluma une nouvelle torche. Mais elle ne retourna pas à son rouet. Elle alla chercher un balai et se mit à balayer et à laver. « Il faut que tout soit propre et net, » dit-elle à la jeune fille. « Mais ma mère, » dit celle-ci, « pourquoi vous mettez-vous au travail à une heure si tardive? Qu'avez-vous ?»« Sais-tu donc quelle heure il est ?» demanda la vieille. « Pas encore minuit, » répondit la jeune fille, « mais déjà 11 heures passées. »« Ne te rappelles-tu pas qu'il y a aujourd'hui 3 ans que tu es arrivé chez moi? Ton temps est fini, nous ne pouvons pas rester plus longtemps ensemble. » La jeune fille fut prise de frayeur et dit « Oh, ma chère mère, vous voulez me chasser? Mais où irai-je? Je n'ai pas d'amis, pas de pays où diriger mes pas. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé et vous avez toujours été contente de moi. Ne me renvoyez pas. » La vieille ne voulait pas dire à la jeune fille ce qui l'attendait. « Je ne peux plus rester longtemps ici, dit-elle. Mais quand je m'en irai, il faudra que la maison et la salle soient propres. Donc ne me retarde pas dans mon ouvrage. Sois sans crainte en ce qui te concerne. Tu trouveras un toit sous lequel tu pourras habiter, et tu seras satisfaite aussi du salaire que je vais te donner. »« Mais dites-moi seulement ce qui se prépare, » dit la jeune fille. « Je te répète de ne pas me déranger dans mon travail. Ne dis plus un mot, va dans ta chambre, ôte la peau de ton visage et mets la robe de soie que tu portais quand tu es arrivé ici, et puis attends chez toi que je t'appelle. » Mais il faut que je revienne au roi et à la reine, qui s'étaient mis en route avec le comte pour aller trouver la vieille dans sa retraite. S'étant trouvés séparés d'eux la nuit, le comte dut continuer son chemin tout seul. Le lendemain, il lui sembla qu'il était sur la bonne voie. Il marcha donc jusqu'à la tombée du jour, puis il monta sur un arbre et voulut y passer la nuit, car il avait peur de s'égarer. Quand la lune éclaira les environs, il aperçut une silhouette qui descendait la côte. Elle n'avait pas de baguette à la main, mais il crut reconnaître la gardeuse d'oie qu'il avait vue auparavant dans la maison de la vieille. « Oh oh !» s'écria-t-il, « la voilà, et si je tiens la première sorcière, la deuxième ne m'échappera pas. » Mais quel ne fut pas son étonnement en la voyant aller à la fontaine, ôter sa peau et se laver, puis quand ses cheveux d'or la recouvrirent et qu'elle apparut, si belle qu'il n'avait jamais rien vu au monde de pareil. C'est à peine s'il osait respirer. Mais il tendit le cou aussi loin qu'il put à travers le feuillage et la regarda sans pouvoir en détacher les yeux. Mais soit qu'il se fût trop penché, ou pour toute autre cause, soudain la branche craqua, et au même instant, la jeune fille se glissa dans sa peau et s'enfuit en bondissant comme un chevreuil, et comme en même temps la lune se couvrait, elle fut ravie à ses regards. À peine eut-elle disparu que le comte descendit de son arbre et se mit à la suivre d'un pas vif. Il n'avait pas encore marché longtemps lorsqu'il vit dans le crépuscule 2 formes qui traversaient la prairie. C'étaient le roi et la reine qui avaient aperçu de loin la lumière dans la maisonnette de la vieille et s'y rendaient tout droit. Le comte leur raconta quel prodige il avait vu près de la fontaine, et ils ne doutèrent pas qu'il s'agissait de leur enfant perdu. Pleins de joie, ils continuèrent leur chemin et atteignirent bientôt la maison. Les oies étaient couchées tout autour, la tête sous l'aile, elles dormaient, et pas une ne bougea. Ils regardèrent par la fenêtre. La vieille était là, bien tranquille. Elle filait en hochant la tête et ne levait pas les yeux.
Tout était net dans la salle, comme si elle était habitée par les petits lutins qui ne gardent pas de poussière aux pieds. Mais ils ne virent pas leur fille. Ils contemplèrent tout cela un certain temps, puis ils s'armèrent de courage et frappèrent doucement à la fenêtre. La vieille paraissait les avoir entendus. Elle se leva et s'écria d'un air fort aimable. « Entrez donc, je vous connais !» Quand ils furent entrés, la vieille dit « Vous auriez pu vous épargner cette longue route si, il y a 3 ans, vous n'aviez chassé injustement votre enfant si bonne et si aimante. Elle n'en a pas pâti. Il lui a fallu garder les oies pendant 3 ans, mais ce que faisant, elle n'a rien appris de mal. Elle a conservé toute la pureté de son cœur. Quant à vous, vous êtes suffisamment puni par l'angoisse que vous avez endurée à cause d'elle. » Puis elle alla vers la chambre et dit « Viens, ma petite fille. » Alors la porte s'ouvrit, et la princesse sortit dans sa robe de soie, avec ses cheveux d'or et ses yeux brillants, et ce fut comme si un ange tombait du ciel. Elle alla à son père et à sa mère, leur sauta au cou et les embrassa. Ils ne purent s'empêcher de pleurer tous de joie. Le jeune comte était auprès d'eux, et quand elle l'aperçut, son visage rougit comme une rose moussue. Elle-même ne savait pas pourquoi. Le roi dit « Cher enfant, j'ai donné mon royaume à présent, que puis-je t'offrir ?»« Elle n'a besoin de rien, » dit la vieille. « Je lui fais cadeau des larmes qu'elle a versées à cause de vous. Ce ne sont que perles, plus belles que celles qu'on trouve au fond de la mer, et plus précieuses que votre royaume tout entier. Et en récompense de ses services, je lui donne ma chaumière. » Quand elle eut dit ces mots, elle disparut à leurs yeux. On entendit un léger craquement dans les cloisons, et quand ils tournèrent la tête, ils virent que la chaumière s'était transformée en un palais superbe. Une table royale était dressée, et des laquais s'affairaient de tous côtés. L'histoire continue, mais ma grand-mère, qui me l'a racontée, avait un peu perdu la mémoire. Elle avait oublié le reste. Toutefois, je crois que la belle princesse a épousé le comte, qu'ils sont restés ensemble dans le château et qu'ils y ont vécu en toute félicité aussi longtemps que Dieu l'a voulu. Quant à savoir si les oies blanches comme neige que l'on gardait autour de la maison étaient autant de jeunes demoiselles, il n'y a pas de quoi s'en formaliser, que la vieille avait pris chez elle, et si elles ont maintenant leur forme humaine, et si elles sont restées comme servantes auprès de la jeune reine, je n'en sais trop rien, mais je le suppose. Une chose est certaine, c'est que la vieille n'était pas une sorcière, comme les gens le croyaient, mais une sage femme pleine de bonnes intentions. C'est probablement d'elle que, dès sa naissance, la princesse tenait le don de pleurer des perles en guise de larmes. Ces choses-là n'arrivent plus de nos jours. Sans cela, les pauvres gens auraient tôt fait de s'enrichir.